Comment arriver à Dieu par la science? Nous n'allons pas vous dire que la foi et la science doivent être mises sur un plan différent et que pour cette raison, il est ridicule de les opposer. Nous allons encore moins vous dire que la foi est une question de sentiment, de vie intime intérieure et la science de pure raison. Non, nous allons simplement vous montrer que la science d'aujourd'hui, avec toutes ses découvertes récentes, conduit objectivement à l'existence d'un être rationnel et suprêmement intelligent, extérieur à l'univers et qui peut être appelé comme on veut. Quelqu'un qui peut être nié, répugnant ou accepté librement, cela est une autre question. Et qui pourrait aussi être trine et avoir quelque chose à voir avec Jésus-Christ, mais cela également est une autre question. Et nous allons commencer par ce que j'appelle les justements. Imaginez ce qui est arrivé à une de mes amies quand elle était encore fort jeune. Tous les soirs, quand elle rentrait chez elle, le fils de ses voisins de palier, tout aussi jeune, ce qui explique sa naïveté, sortait de chez lui justement au même moment et, prenant l'air très étonné de la rencontrer justement à ce moment, si ce n'est à cet endroit, la saluait d'un air extatique avant de s'en aller comme si de rien n'était. Il est évident que la première fois, ma jeune amie a vraiment cru qu'il s'agissait d'un hasard, même si, et c'était fort bien calculé, il n'y avait qu'une chance sur 100 pour qu'ils se rencontrent à cet endroit, à ce moment-là. La deuxième fois, qui était le lendemain, elle a commencé à avoir des doutes. Et oui, les probabilités devenaient de 1 sur 100 facteur 100, c'est-à-dire une chance sur 10 000 que 2 fois de suite ils se rencontrent justement. Vous pourrez objecter qu'il avait peut-être un match de foot tous les jours précisément à l'heure où elle rentrait chez elle, mais que tous les soirs, sans exception, dimanche et fêtes compris, et quelle que soit l'heure à laquelle elle revenait, il sortait justement de chez lui, a très rapidement convaincu la jeune fille qu'il ne s'agissait pas de pur hasard et que ce garçon attendait volontairement de l'entendre ou de la voir par la fenêtre ou le trou de la serrure pour avoir la chance de la croiser dans les escaliers, soi-disant par hasard. Trop de justement amènent à la certitude qu'il existe autre chose que du hasard. Eh bien, c'est justement, encore une fois, ce que nous constatons de toutes parts dans la nature. Prenons notre planète, la Terre. Plus petite, elle n'aurait pas pu retenir une atmosphère. Donc, pas d'air, pas de vie possible. Plus grosse, elle aurait bien eu une atmosphère, mais remplie de gaz dangereux pour les vivants, et donc la vie n'aurait pas été possible non plus. Prenons la gamme des températures présentes sur la Terre. Il se trouve que la vie n'est possible que dans une gamme de températures ne représentant que 1 ou 2% des températures allant du zéro absolu à celle de la surface du Soleil. Rappelons que le zéro absolu correspond à moins 273,15 de nos degrés Celsius. Aucune température non seulement n'existe, mais même n'est possible en dessous de ces moins 273,15 degrés. Et la température de la surface du Soleil est de 5300 degrés environ. Or, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, la température de la surface du Soleil est encore bien modeste par rapport à celle d'autres étoiles. Mais il se trouve que la Terre se place justement dans la bonne fourchette de température pour abriter la vie. Pour que la vie soit possible,
Il faut en outre la placer sur une planète se trouvant à l'intérieur de la zone habitable de notre galaxie, c'est-à-dire du gigantesque amas d'étoiles dont notre Soleil fait partie. Comme vous voyez, nous sommes situés dans une zone plus calme que le reste de notre galaxie, qui porte le beau nom de Voie lactée, à cause de la vision que nous avons de son bord interne par les belles nuits d'été, et qui l'ont fait comparer par nos ancêtres de l'Antiquité à un chemin, une voie de lait. Nous nous trouvons non pas à la limite externe de celle-ci, où, faute de suffisamment d'éléments lourds, aucune planète n'aurait pu se former, mais justement placée à l'abri de deux bras spirales dans lesquels, à cause de redoutables supernovae et de la formation de nouvelles étoiles, la vie aurait certes été impossible. C'est bien loin du centre de la Voie lactée, un enfer de chaleur et d'explosions inimaginables, agrémenté, si l'on peut dire, d'un trou noir dévorant tout, que vous voyez ici sous la forme d'une tache blanche. Il nous fallait aussi habiter une Terre protégée par des planètes géantes, contre des impacts de comètes ou d'autres météorites qui abondent dans notre système solaire et qui, à cause de la loi de la gravité, sont attirés par les corps les plus massifs. Voyez sur cette image les proportions de Jupiter, Saturne et les autres planètes externes et comparez-les avec celles de notre petite planète Terre. Une météorite d'une taille de 1 km, s'il percutait la Terre, la détruirait, mais ne détruirait pas Jupiter ou Saturne. Il fallait que cette planète gravite autour d'une étoile ni trop chaude ni trop froide. Il fallait une planète dont l'orbite soit presque circulaire pour éviter les écarts trop grands de température. Une planète qui ne soit ni trop près de son étoile, comme Vénus, 462 degrés en moyenne à la surface, ni trop loin. La température moyenne de Mars est de moins 63. Une planète qui est un grand satellite comme la Lune pour stabiliser l'inclinaison de son axe. Et ne parlons pas de son utilité pour les marées. Une planète qui est une vitesse de rotation modérée. Imaginez ce qui se passerait dans le cas contraire. Une planète qui ait assez de chaleur interne pour provoquer un champ magnétique, car le champ magnétique dévie les particules mortelles du vent solaire, en formant les aurores boréales. Une planète qui est une croûte assez épaisse pour conserver l'activité de la plaque tectonique. Les plaques tectoniques régulent la température intérieure de la planète, recyclent le carbone, mélangent des éléments chimiques essentiels aux organismes vivants. Une planète qui est une atmosphère avec suffisamment d'oxygène pour permettre la vie d'organismes complexes. Une planète qui est assez d'eau et assez de continents pour permettre la biodiversité nécessaire à des créatures complexes comme nous. Si les éléments du tableau périodique de Mendeleïev, c'est-à-dire tous les corps simples, hydrogène, carbone, fer, etc., n'avaient pas justement les propriétés qu'ils ont, par exemple, entre beaucoup d'autres, le plomb d'avoir 82 électrons,
et l'or 79. Ce qui, personne ne le niera, change pas mal de choses. Si, donc, nous dit Michael Denton, les éléments du tableau périodique de Mendeleïev n'avaient pas justement les propriétés qu'ils ont, ou n'existaient pas justement dans les proportions qu'ils ont sur Terre, la vie aurait été impossible. En analysant tous les éléments simples ou complexes de la nature qui existent sur notre planète, l'un après l'autre, on est stupéfait de constater qu'ils se révèlent tous non seulement parfaitement adaptés au rôle qu'ils jouent pour la vie, mais, qui plus est, qui sont pour chacun de ces rôles le seul qui puisse convenir. Jetons maintenant un coup d'œil sur la liste, établie par Hugh Ross, de tous les paramètres exigés pour que la vie soit possible sur Terre en ce qui concerne ces éléments. La Terre, le Soleil, le système solaire, la galaxie, l'univers, les forces fondamentales de l'univers, ses constantes, la nature des particules élémentaires et leurs relations, les propriétés de l'eau, etc., etc., etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Que serait devenue notre Terre, notre galaxie, et nous, si tous ces justements, toutes ces combinaisons, toutes ces coïncidences ne s'étaient pas justement rencontrés? Arrêtons-nous quelques instants sur un exemple proche de notre expérience quotidienne, celui de l'eau. Nous n'approfondirons ici qu'une ou deux de ses propriétés, mais elle en possède des quantités d'autres qui en font un liquide non pas exceptionnel, mais unique. L'eau peut se présenter sous trois formes: la vapeur, l'eau liquide ou la glace. Ce que nous savons tous est que lorsque la glace fond, de la chaleur est soustraite à l'environnement. C'est pour cela que nous mettons les bouteilles de champagne dans la glace. Ou qu'autrefois, quand les réfrigérateurs n'existaient pas encore, on utilisait des glacières, où un énorme morceau de glace en fondant refroidissait tout l'intérieur de l'appareil et ce qu'il contenait. Ce que nous savons moins, c'est que lorsque l'eau s'évapore, de la chaleur aussi est soustraite à l'environnement. Et inversement, quand l'eau gèle ou que sa vapeur se condense, de la chaleur latente est libérée. Autrement dit, et dit prosaïquement, quand il se met à faire plus chaud, la présence de l'eau rafraîchit l'atmosphère. Et inversement, quand il se met à faire plus froid, elle la réchauffe. Ce qui fait de l'eau un admirable thermostat pour toute la Terre. De surcroît, plus la température s'élève et plus le taux d'évaporation augmente, ce qui signifie que plus s'accroît la nécessité de fraîcheur, plus s'intensifie le refroidissement provoqué par l'évaporation de l'eau. Ou si vous préférez, plus il fait chaud, plus la présence de l'eau rafraîchit l'atmosphère.
De même, quand, à l'improviste, la température s'abaisse, les corps qui contiennent de l'eau, le nôtre en contient entre 50 et 80%, se refroidissent moins et inversement, se réchauffent moins quand la température augmente. Il faudrait parler aussi du fait que l'eau, au cours de la congélation, se dilate de façon soudaine et considérable, si bien que la glace flotte, et qu'ainsi elle n'est pas retenue au pôle, ce qui retirerait au reste de la Terre quantité de ce liquide indispensable. Que l'eau, quand elle se refroidit, descend sous les couches d'eau plus chaudes, mais qu'en dessous de 4 degrés, elle remonte en surface. Elle est le seul liquide à le faire, laissant ainsi l'eau couler sous la glace dans les rivières, ce qui n'interrompt pas le cycle de l'eau. Ce qui serait aussi une catastrophe pour la vie. La conductivité thermique de l'eau est 4 fois supérieure à celle de tout autre liquide, ce qui provoque l'égalisation de la température au sein de la cellule. Et les propriétés exceptionnelles de l'eau, sa capacité à faciliter ou permettre la vie, ne s'arrêtent pas là. Ces caractéristiques incroyablement précises et différentes pour la glace, l'eau liquide et la vapeur semblent être une myriade de coïncidences qui ne peuvent pas ne pas suggérer qu'il s'agit de faits exprès. Il faudrait d'ailleurs continuer à analyser tous les éléments simples et complexes, la lumière, la nature des roches, du carbone, de l'oxygène, du gaz carbonique et ainsi de suite, qui tous, jusque dans la moindre de leurs caractéristiques, semblent faits pour permettre et aider les processus vitaux. Et, fait encore plus remarquable, non seulement ils sont adaptés à et pour la vie, mais des facteurs que la nature construit sur des bases absolument indépendantes se retrouvent parfaitement complémentaires à 2, à 3 ou à plus pour permettre la vie. Nous n'avons pas pu voir tous les justements qui sont innombrables, parce qu'il nous faut encore voir d'autres questions encore plus étonnantes, encore plus convaincantes et d'autant moins connues. Abordons donc maintenant un mystère peut-être encore plus grand auquel les scientifiques athées militants n'ont toujours pas trouvé d'explication. L'apparition de la vie. Comment a-t-on pu passer des cailloux, même agrémentés d'eau, de méthane ou de tout ce qu'on voudra, qui sont tous des éléments relativement simples, à la vie la plus élémentaire qui représente un summum de complexité. Vous voyez ici représenté le schéma d'une protéine particulière, le cytochrome C. Toutes les boules représentent un atome, mais les atomes d'hydrogène, les plus nombreux en valeur absolue, n'y sont pas figurés. Vous comprendrez facilement pourquoi. Or, le plus simple, le plus vulnérable aussi, des êtres vivants, imaginables, n'ayant par conséquent qu'une seule cellule, un monocellulaire donc, aurait besoin au minimum de plus de 100 protéines, sans parler d'un certain nombre d'autres composants. Et chacun des atomes qui composent cette protéine-ci, comme toutes les autres, pour qu'elle fonctionne, doit se trouver à la place qu'il occupe, et les liens qui le relient aux autres éléments de la protéine doivent être ceux qu'ils sont.
Peut-on, dans ces conditions, parler de hasard et de sélection? La maîtresse de maison, qui doit placer 10 personnes autour d'une table, combien, toute obligation protocolaire mise à part, a-t-elle d'options? 3 628 800. Et si ce sont 14 personnes qu'il s'agit de placer, nous dépassons les 87 milliards. À 18, nous avons plusieurs millions de milliards de possibilités. Or, ce ne sont pas 18 atomes qu'il s'agit de placer correctement pour faire ne serait-ce qu'une protéine, mais beaucoup, beaucoup plus. En outre, ces atomes ne sont pas placés à la file autour d'une table, mais dans les 3 dimensions, et ils doivent chacun occuper une place bien précise. Combien d'atomes faudra-t-il faire entrer en jeu pour fabriquer ne serait-ce qu'une protéine? Notre univers en contient, a-t-on calculé, 10 puissance 80. Autrement dit, 1 suivi de 80 zéros. La Terre, elle, en contient 10 puissance 50. Ce qui n'est déjà pas si mal, mais qui est loin de suffire pour réussir, par essai et erreur, à faire la moindre protéine. À moins d'y employer un temps inimaginable. Et l'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Ou, si vous préférez, 10 puissance 16 secondes, 1 suivi de 16 zéros. Or, les premiers êtres vivants, les algues bleues ou cyanobactéries, sont apparus il y a 3,8 milliards d'années. Si l'on sait que la Terre, à son tout début, était le lieu le moins hospitalier qui soit pour n'importe quelle forme de vie, où se trouve le temps nécessaire aux essais et erreurs? Quant à la sélection, il faut absolument rappeler que pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait quelque chose à sélectionner. S'il n'y a pas de vie, quelle forme sera la meilleure? De plus, dans le domaine de la matière sans vie, l'argument de la sélection aveugle au profit du plus adapté, adapté à quoi? Ne peut pas être avancé. À moins de vouloir qu'il y ait une sélection qui, en fait, en vue d'eux, dans l'intention d'eux, dans le but de fabriquer quelque chose de vivant, ait sélectionné les éléments les plus convenables et les ait mis ensemble. Une sélection ou un sélectionneur? Naturellement, vous entendrez parler de l'expérience de Miller en 1953, qui avait tout expliqué, et qui non seulement n'a rien expliqué, mais qui s'est révélée fausse et truquée, ce qui n'empêche pas qu'elle soit encore brandie de nos jours devant un public non averti. Et pour cause, ce début de la vie n'arrive pas à être expliqué. Glissons. Nous vous parlions tout à l'heure de la plus simple cellule vivante imaginable, avec ses 100 protéines. Mais voici la photo d'un des plus simples monocellulaires, non plus imaginé, mais existant. Son poids est de environ 0,0000000000001 g. Et il est composé de 100 milliards d'atomes. Il est plus complexe que n'importe quelle machine réalisée par l'homme.
Les cellules, surtout s'il s'agit de celles d'animaux supérieurs, sont une pure merveille de technologie. Denton, biochimiste dont nous avons déjà parlé, professeur à l'université d'Otago, explique dans son livre L'évolution, une théorie en crise, que si on agrandissait une cellule de telle sorte que son diamètre soit de 20 km, nous serions les spectateurs d'un objet semblable à une immense usine automatisée, une usine plus grande qu'une ville et capable de remplir autant de fonctions que toutes les activités de l'homme sur la Terre. Ce serait cependant une usine dotée d'une capacité sans précédent, car elle serait capable de dupliquer sa structure entière en l'espace de quelques heures. Assister à une telle opération, agrandie 1 milliard de fois, serait un spectacle grandiose. Plus loin, Denton explique que pour construire un modèle de cette cellule, il faudrait 20 millions d'années en produisant un atome à la minute. Même en supprimant la construction de pièces identiques dans la cellule, il resterait environ un quart de la cellule composée de pièces présentes en 1 ou 2 exemplaires seulement. Et il faudrait encore au moins 1 million d'années pour construire cela. Et s'il s'agit de l'organe le plus sophistiqué au monde, nous nous trouvons en présence, explique-t-il, d'1 million de milliards de connexions qui forment un réseau hautement organisé dans lequel on trouve une grande proportion de canaux de communication adaptatifs uniques suivant un chemin déterminé à travers le cerveau. Nous sommes en présence d'un réseau qui dépasse infiniment tout le réseau de communication de la Terre. Il faudrait une éternité pour réaliser quelque chose qui ressemble même de loin au cerveau. Comment expliquer tout ceci? Beaucoup se sont lancés dans des explications s'appuyant sur un bricolage d'organes qui, petit à petit, se serait amélioré grâce à la sélection. Le grand problème est que la plupart des organes fonctionnent grâce à plusieurs éléments, souvent beaucoup, qui sont chacun indispensables, non pas au bon fonctionnement de l'ensemble, mais à son fonctionnement tout court. Un œil sans pupille, ou sans nerf optique, ou sans rétine, ou sans corps vitré, ne voit pas, ne peut pas voir. Il faut ces 4 composantes au moins pour qu'il puisse voir, sans parler de ce qui doit se trouver dans le cerveau au bout du nerf optique. Si un seul de ces composants manque, tous les autres sont inutiles. Michael Behe, dans son La boîte noire de Darwin, prend l'exemple d'un piège à souris qui ne fonctionne que s'il possède ensemble un déclencheur, un arceau, un ressort et une base. S'il manque un seul de ces éléments, le piège est hors d'usage. Et les ensembles biologiques fonctionnant impérativement de concert ont des éléments souvent beaucoup plus nombreux qu'un malheureux piège à souris. Éléments, pour la plupart absolument indispensables, même au mauvais fonctionnement de l'ensemble. Comment donc, se demandait déjà Bergson, un organe pouvait-il être sélectionné s'il ne sert à rien? Il fallait qu'il attende que les autres apparaissent pour avoir son utilité. Et combien de temps faut-il attendre pour que le soi-disant hasard apporte une à une les pièces manquantes pour former un tout fonctionnel? Oh, les contradicteurs ne manquent pas devant ces conclusions de simple bon sens. Citons par exemple
le célèbre Richard Dawkins, qui prend l'exemple d'un coffre-fort possédant un code. Si ce code comprend un nombre élevé de lettres ou de chiffres, il faudra naturellement énormément de temps pour l'ouvrir par essai et erreur. De même que pour former par hasard le code génétique qui sert à l'élaboration d'une protéine, à plus forte raison celui d'un ADN complet, il en faudrait, comme vous pouvez l'imaginer, une infinité. Mais, dit textuellement Dawkins, si on tournait au hasard les cadrans du coffre, et que, chaque fois qu'on s'approche de la combinaison juste, la porte du coffre s'ouvrait d'un seul interstice à la fois. Et pourquoi et comment cette porte s'ouvrirait-elle du moindre interstice, reconnaissant la justesse de la combinaison? Comment? À moins d'avoir été pour cela programmé. Et programmé par qui? Ou par quoi? Lui et ses comparses utilisent d'autres comparaisons. Des sacs de lettres en vrac pour former un mot, ou des boules de couleurs différentes attirées au sort par hasard et qui, on ne sait comment, retiennent les bons éléments à sélectionner quand ils se présentent et attendent que d'autres bons ou justes éléments les rejoignent. Dans le même ordre d'idées, une autre découverte très embarrassante, dont on s'efforce de ne pas trop parler, est venue confirmer cette impossibilité. Stefan Meyer, dans son livre Darwin's Doubt, le doute de Darwin, l'a fait connaître au grand public en 2013. Non sans provoquer une grosse lame de fond de protestation, se réduisant d'ailleurs souvent seulement à des insultes et des fins de non-recevoir. Il s'agit de la grande faille du système de Darwin, qu'il est courant d'appeler l'explosion du Cambrien. Le Cambrien est cette période qui s'étend de moins 540 millions d'années à moins 500 millions d'années, c'est-à-dire il y a en moyenne 520 millions d'années. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est une très courte période pour l'évolution. Mais elle a donné naissance à de nombreux animaux très complexes, alors que les couches géologiques antérieures ne contenaient aucun aïeul possible de ces bêtes. Aussi variés que possible, comme vous pouvez voir ici, grâce à quelques exemplaires reconstitués. Darwin lui-même reconnaissait que si des précurseurs de ces espèces n'étaient pas découverts, sa théorie était mise en grave péril. Or, de tels fossiles n'ont jamais été retrouvés. Mais changeons maintenant radicalement de sujet. Vous avez certainement entendu parler du Big Bang. Une explosion spectaculaire à partir de laquelle l'univers aurait commencé à exister. Ouh, comme il a soulevé d'opposition ce Big Bang. Personne n'en voulait, et on a tout fait pour l'anéantir. Ce qui est curieux est qu'il était frénétiquement repoussé aussi bien par des athées que par des croyants. Les athées, parce que, étant le commencement de l'univers, il lui fallait une cause, et une cause indépendante de lui. Inutile d'insister, vous voyez les implications.
Pour les croyants, parce qu'ils confondaient, certains confondent toujours, ce Big Bang avec ce qui est censé l'avoir suivi de façon inexorable, comme défilent les automates de l'horloge mécanique de la cathédrale de Strasbourg. On explique la formation et le développement de l'univers par l'apparition après le Big Bang des quarks, puis des nucléons, et ainsi de suite, de façon automatique, sans intervention extérieure. Ce qui semble éliminer la présence de Dieu créateur. Nous passons du point 1 au tout début des temps, au point 2, au point 3, etc. Jusqu'à la formation des planètes, de la Terre entre autres, et de tout ce qu'elle contient. Mais, voyons, comment ne pas remarquer qu'il s'agit là d'une cascade de coïncidences incroyables, si elles n'ont pas été voulues ou programmées, c'est-à-dire encore une fois voulues. Au point 6, l'apparition des liaisons électromagnétiques entre en jeu juste au bon moment pour sauver l'évolution de la situation qui s'avérait en péril. Au point 9, tout aussi opportunément, c'est la force de gravité qui se présente et va à nouveau tout sauver. Au point 13, c'est l'arrivée du carbone, à cause de la correspondance apparemment tout à fait fortuite et indépendante de la masse des 3 noyaux d'hélium avec celle d'un état excité du noyau de carbone. Que de coïncidences! Ensuite, au point 15, ce sont les neutrinos, autres phénomènes indépendants, qui vont provoquer l'explosion des étoiles et permettre justement et encore justement, l'éjection dans l'espace des matériaux lourds qui formeront les planètes, dont justement la nôtre. Naturellement, il y a des lois dans l'univers, des forces variées qui peuvent expliquer rationnellement toutes sortes de phénomènes, et pourquoi pas ceux que nous venons d'évoquer. Mais connaissez-vous Rube Goldberg et ses machineries qui vont permettre par exemple à ce monsieur de voir arriver son dentifrice sur sa brosse à dents sans avoir besoin de l'y mettre lui-même? Ou cette histoire-ci expliquée par l'auteur. Le directeur artistique A jette la note rappelant une date limite imminente B au panier C, ce qui provoque que la planche B change d'équilibre et fasse monter le clou E qui crève le ballon F, ce qui fait peur au chat G qui dormait et qui sursaute en poussant sur le soufflet H, lequel par conséquent souffle sur les pales du ventilateur I, qui enroule et raccourcissent la corde J en soulevant la gouttière K, si bien que la balle L roule vers le bas et tombe sur le bouton commandant la lecture du lecteur de cassette M, lequel met en marche la cassette spécialement enregistrée N de la musique Printemps aux Appalaches de Harel Copland, qui a été gravée avec le message sublimal appelez Jacques Pittman, illustrateur, au numéro 919 78 51966. Cela évoque-t-il pour vous quelque chose? Plus sérieusement, l'enchaînement de cette série de conjonctures depuis le Big Bang pourrait faire penser à une machine à laver, qui commence par faire un prélavage, puis avec de l'eau,
prend le savon en poudre et tout ce qu'on a pu y ajouter et déverse le tout sur le tambour. Elle commence ensuite à faire tourner celui-ci, recommence plusieurs fois, vide le tout, commence les rinçages, prend de l'assouplissant avant le dernier de ceux-ci, puis termine par l'essorage. Et le but est obtenu, le linge est propre. Seulement, pour que cette machine ait pu arriver à ce but après tous les cycles qu'elle a exécutés, il a fallu d'abord qu'un ingénieur la conçoive, puis qu'un ou plusieurs techniciens la fabriquent, que quelqu'un appuie sur le bouton qui va la mettre en marche. Et enfin, aucune ménagère ne dira le contraire, qu'une bonne dose de chance fasse qu'elle ne se détraque pas avant d'arriver au but. Comme pour la conception de la machine à laver, pour sa fabrication et sa mise en œuvre, nous avons des lois, des forces qui doivent être respectées et utilisées pour que tout fonctionne dans l'univers, sur la Terre et même dans la machine à laver. Ces lois sont universelles, valables dans l'univers entier. Elles sont immuables. Et elles correspondent aussi à des valeurs mathématiquement exprimables qui semblent avoir été mises là de façon parfaitement arbitraire, mais qui sont indispensables à l'équilibre du monde, et particulièrement à la possibilité de la vie. Souvenez-vous, si la force gravitationnelle était plus forte, l'univers serait petit et fugitif, sans vie possible. Moins forte, l'univers serait froid et vide, etc. Mais alors, d'où viennent ces lois? Qui les a faites? Qui les a mises ensemble? Comment le mécanisme s'est-il mis en marche? Pourquoi ces lois n'ont-elles jamais dérapé? Sur ces questions, pourtant bien naturelles s'il s'agit d'une machine à laver, s'élève un veto absolu, une interdiction formelle, non seulement de leur donner une réponse, mais même de pouvoir les poser. Nous entrons, paraît-il, dans le domaine de la métaphysique, et non seulement la science ne peut pas y répondre, mais elle interdit même de les formuler. Ce qui, naturellement, est une façon évidente d'éviter les questions qui gênent. Eh bien, pour la peine, nous allons passer maintenant aux irréductibles, c'est-à-dire aux découvertes scientifiques récentes qui mettent au pied du mur, parce que, rationnellement, il n'y a pas d'échappatoire possible. Or, c'est la science qui nous les a révélées. Ce sera le propos de notre deuxième partie qui traitera les thèmes de la fuite des galaxies, l'hydrogène qui s'épuise, l'entropie, le code que connaît le ribosome, l'univers compréhensible, avant de poser la question bouleversante de Guillermo González et Jerry Charles.